Une étude de l'Université de Montréal n'a pas pu être réalisée car les chercheurs n'ont trouvé personne correspondant aux critères, avoir 20 ans et n'avoir jamais consommé de pornographie. On cite le professeur Simon-Louis Lajeunesse. On a commencé par rechercher des hommes dans la vingtaine qui n'avaient jamais vu de vidéos pornographiques. On n'en a trouvé aucun. L'équipe a donc dû modifier son sujet de recherche pour plutôt examiner les habitudes de ces jeunes hommes. Monsieur Lajeunesse a réalisé des entretiens avec 20 étudiants universitaires hétérosexuels ayant déjà consommé des vidéos pornographiques. Il a découvert que, dans la plupart des cas, la première fois qu'ils auraient visionné ce type de matériel, ils n'étaient âgés que de 10 ans. Donc, on n'arrive plus à faire des études sur des populations qui n'ont jamais vu de pornographie. Malheureusement, je dois dire que moi non plus, comme étudiant, je ne me serais pas qualifié pour cette étude. On se souvient du jugement classique de la Cour suprême américaine qui tentait de définir la porno, chose impossible à faire. Le juge disait « je le sais quand je le vois ». Et donc, c'est un phénomène qui est... On n'a pas besoin, on n'apprend rien à nos auditeurs. C'est un phénomène qui est de plus en plus en expansion, surtout depuis le développement des médias électroniques. On dit que 33% des internautes sont régulièrement exposés involontairement à de la pornographie. Donc, des gens qui ne cherchent pas de pornographie vont vont tomber sur de la pornographie. Et on estime à 35% du volume des données téléchargées. Ça inclut Netflix, ça inclut tous les systèmes qui demandent beaucoup de données. Donc 35% du volume des données téléchargées sur Internet consacré à la pornographie, prouvant ou démontrant cette expression des tout débuts de l'Internet qui disait « Internet is for porn ». On pense même que ça a été un moteur du développement de cet outil-là. Donc, on est une société qui est de plus en plus, exposée à la pornographie. On est une société obsédée par le sexe, croyons-le, parce que s'il y a autant de consommateurs, c'est parce que ça intéresse les gens. Mais ironiquement, on serait aussi une société qui aurait de moins en moins de relations sexuelles. Est-ce que c'est un paradoxe? Dernièrement, la compagnie de préservatifs Durex lançait sa campagne publicitaire qui disait « Le porno n'est pas la norme ». Léa, c'est de toi que je tiens cette information-là. Comment t'es tombée là-dessus? En fait, un jour, je sortais du métro. Ça faisait 2 semaines que j'avais pas été à Paris. Je revenais à peine. Je sors du métro et dans toute la rame à l'extérieur, il y avait des grandes affiches donc de la compagnie Durex qui écrivait en gros caractères, voilà, le porno n'est pas la norme, et avec tout un tas, donc ça c'était le slogan, mais aussi tout un tas de choses qui étaient à raconter. Soyons honnêtes, il y a ce qu'on nous raconte sur l'amour, le sexe et 3 petits points, la réalité. Ce n'est pas toujours aussi bien que ce qu'on s'imagine, etc. Et en fait, je dois avouer que j'ai mis un petit temps avant de faire le lien. Je me dis, mais alors attends, Durex, c'est quand même une compagnie qui vend des préservatifs. Donc on est dans, entre guillemets, la consommation du sexe, ou en tout cas de produits pour le sexe. Et là, je me disais, bah, alors, du coup, pourquoi ils nous font tout un tas de campagnes en fait contre le porno, ou en tout cas en essayant de démythifier un peu le porno, ou d'essayer de comprendre ce que c'est. Ou de nous rappeler que la pornographie, ce n'est pas du sexe. Et peut-être justement de mettre un petit peu en parallèle le fait que on a pu croire ou avoir des a priori sur ce qu'était le porno, sur ce qu'était le sexe, et peut-être qu'en fait il y a un flou qui se crée dans la société. Et d'ailleurs, leur site internet a une grande campagne depuis maintenant quelques mois qui s'intitule « Les contre-vérités du porno ». Il faut savoir que quand une entreprise investit autant d'argent pour une campagne publicitaire, ça coûte de l'argent, c'est préparé, et donc ils ont dû faire un choix et ils se sont dit, oui, ben, cette campagne, elle va parler à beaucoup de personnes. Et donc c'est vraiment, je pense, quelque chose comme ça, c'est un signe du fait que ben, on touche à une réalité que vivent énormément de personnes, même si c'est pas un sujet dont on parle aussi souvent, ça touche vraiment à une réalité fréquente. Mais qu'est-ce qu'il dit le site? Qu'est-ce qu'il y a sur ce site? Alors,
Effectivement, ça reste Durex. Il reste la même compagnie qui cherche à vendre leurs produits. Donc, en enlevant un petit peu quelques mythes sur le porno, du style il n'y a jamais besoin de préliminaires, les femmes sont toujours très belles et prêtes à avoir du sexe, etc., etc., ils les listent et leur conclusion, c'est mais du coup, achetez des préservatifs et ayez des rapports qui sont un petit peu plus normés, justement, un petit peu plus protégés aussi, un petit peu plus encadrés. Voilà, ça reste quand même une campagne promotionnelle pour leurs produits. Ouais, évidemment, il ne c'est s'agit ça. pas de dire que voilà, Durex se fait un petit peu promoteur social. Des vertus morales, puritaines ou quoi que ce soit. On est Voilà. loin de là. Et en même temps, ça vient un petit peu, enfin en tout cas moi c'est l'impression que j'avais, perturber les a priori qu'on pourrait avoir sur ce qu'est le message ambiant de compagnies comme Durex ou autres. Parce que tu le mentionnais tout à l'heure, on est une société obsédée par le sexe. Je veux dire, c'est évident dès qu'on voit une publicité ou dès qu'on voit la manière de mettre en avant un produit ou un film ou tellement de choses. Sex sells, qu'ils disent. Aux États-Unis, le sexe vend. C'est Ouais, comme quelque chose qu'on ajoute, comment dire, qui vient accompagner des activités commerciales. Un peu comme justement Durex. Bon, Durex, on s'entend que c'est une compagnie qui vend des préservatifs, mais si, comme tu le mentionnais, Christelle, ils prennent le temps, l'argent de développer une campagne publicitaire pour répondre à ce qui semble être, dans ce que tu dis, Léa, des déformations dans la population en général par rapport aux attentes et aux pratiques liées au sexe, c'est que le phénomène, c'est pas quelque chose qui est marginal, c'est un phénomène qui a un impact sur les marges de profit de grandes compagnies. Oui, oui. J'ai lu une ou deux études là autour de ce sujet. Il y en a une qui mentionnait, c'était sur un échantillon américain assez large, qui disait que, donc c'était sur des étudiants qui avaient plus de 18 ans, et un peu en lien avec ce que tu as mentionné à Montréal, 93% des hommes disaient qu'ils avaient consommé ou regardé de la pornographie, et 62% des femmes. Alors, il n'y a pas vraiment d'études suffisamment représentatives pour avoir des chiffres précis là-dessus, mais tout ce qui ressort, tu as mentionné l'âge de 10 ans pour les premières expositions. Dans mon cas, c'était à 10 ans aussi. Et c'était des magazines encore. Ouais, avant Internet. C'était avant Internet, je ne vous dis pas quel âge j'ai, mais donc c'est quelque chose qui est vraiment omniprésent. Et en fait, bon, là je parle à titre personnel, ça vient quand même bousiller le développement ou l'idée qu'on peut se faire des rapports humains. Moi, je trouve, j'ose dire quand même que c'est problématique par moment, parce que l'adolescence, c'est l'âge où on commence à comprendre la complémentarité entre les sexes, à réfléchir à son corps qui se développe, au corps des filles autour de soi, et tout ça est en fait façonné, comme tu le disais, Léa, par toute une série d'images qui, en fait, c'est ce que dit cette campagne Durex, ne représente pas la réalité et encourage, en fait, une perspective qui est tordue par rapport aux relations humaines et à commencer, en tout cas, nous encourage à voir les personnes, la plupart du temps du sexe opposé, mais bon, les autres, les gens, comme des objets, comme des images, plutôt que des personnes à part entière. Avant d'aller sur ces questions-là de déformation, ou en tout cas sur les effets, j'aimerais qu'on reste un petit peu sur la question de l'accessibilité, parce que bon, tu mentionnes première exposition avec un magazine. Moi aussi, c'était à peu près à l'âge de 10 ans dans un magazine abandonné dans un sous-bois pour sûrement un autre jeune qui voulait y accéder. Aujourd'hui, avec Internet, il y a une liquidité, il y a une fluidité de cet accès à la pornographie. Quand on pense à l'accès, donc l'âge de 10 ans, c'est pas mal l'âge où tu peux commencer à faire des recherches Google sans trop de fautes d'orthographe ou des choses comme ça. Et on parle de la déformation, mais tu fais bien de le mentionner pour nos auditeurs que bon, ça n'a pas le même effet, une première exposition à l'âge adulte, quand on a quand même une capacité de prendre du recul versus voir des choses à l'âge de 10 ans. C'est comme si
les jeunes avaient accès à une forme de drogue qui était gratuite, en quantité infinie, et qui pouvait être achetée, consommée sans transiger par un dealer ou quoi que ce soit. Donc, on parle, en tout cas, j'ai lu beaucoup de parallèles entre la pornographie et la drogue par rapport à la manière que ça affecte le cerveau, par rapport à la manière que c'est distribué, par rapport à la manière que ça affecte notre société, et aussi par rapport aux campagnes pour combattre la pornographie. Parce que, surprenamment, c'est pas simple seulement dans des milieux conservateurs ou religieux qu'on dit la pornographie c'est mal. On commence à voir des vedettes de MTV, des vedettes de Hollywood lancer des campagnes pour combattre ça. On discutait un petit peu de porno et de drogue. Ça peut paraître un petit peu surprenant, en fait, de mettre ces deux termes l'un à la suite de l'autre. Et en fait, c'est vrai que avoir lu comme ça pas mal d'articles scientifiques m'a fait comprendre que finalement, le porno fonctionne comme une drogue. Et il y a même un article qui disait ça fonctionne comme la cigarette, c'est-à-dire ça vient réveiller dans le cerveau un appétit qui n'est pas naturel. Donc, c'est-à-dire ça vient mettre le porno, justement comme tu disais tout à l'heure, JC, sur un autre plan que le sexe. OK. Ça vient pas réveiller les mêmes coins dans le cerveau. Et en fait, bon voilà, l'intérêt sexuel, souvent ça peut être augmenté à l'aide de nouveautés. Bon voilà, on en parle parce que le cerveau réagit à des stimuli sexuels nouveaux. Or, le porno, c'est ça, c'est un flux continu d'images, de vidéos, et ça va être nouveau. Et parfois aussi de plus en plus trash, de plus en plus hardcore, de plus en plus violent aussi. Et donc, ça vient sécréter la dopamine et il y a besoin de toujours plus. Donc, ce serait un peu une mécanique similaire à la drogue où il y a une forme d'habituation, c'est ça, Christelle? Mais il faut réaliser aussi que regarder quelle que soit la vidéo, hein, de quoi que ce soit, ce sont des scènes, n'oubliez pas que c'est quelque chose qui a été filmé puis monté. Donc, ce sont des scènes qui s'enchaînent les unes derrière les autres, donc ça ne représente absolument pas la réalité. Donc, du coup, forcément, donc, pour faire écho à ce que tu disais, Léa, ce à quoi on peut s'habituer lorsqu'on consomme régulièrement du porno ne ressemble pas à des relations intimes normales humaines. Et donc, c'est ce phénomène d'habituation où on devient de plus en plus accro, de plus en plus fasciné par la même chose, en fait, nous éloigne de la réalité des choses. Ce sont des choses qui sont représentées avec plein de complications derrière, parce qu'un des effets aussi, c'est le fait que notre tolérance à des images qui sont violentes ou qui sont dégradantes, en fait, cette tolérance, elle augmente. On accepte de réfléchir, d'avoir un regard sur l'autre, ou sur la pratique sexuelle qui est de plus en plus violent ou dégradant. C'est un des résultats que j'ai eu aussi. Et justement, tu parlais de nouvelles plateformes qui se développent, notamment en ligne, où on peut trouver des interviews de stars ou d'anciens stars du porno d'ailleurs, qui vont voilà, expliquer en fait ce dont on est en train de parler, dire que oui, le porno en fait ça pose problème, mais aller plus loin et dire oui, mais on peut s'en sortir. On peut se sortir si on se sent justement dépendant et emprisonné un petit peu dans ces habitudes de toujours plus de tolérance, donc augmentation des doses et donc des images de plus en plus trash qui viennent aussi créer un sentiment de honte, un truc qu'on a envie de cacher, mais on sait pas comment faire. Ouais. Et je voulais justement vous poser la question parce que je me mets à la place d'un auditeur, mettons notre auditeur qui a été exposé pour la première fois il y a 10 ans à de la porno sur Internet, qui s'est habitué à travers le même processus qu'on parle, qui aujourd'hui a 20 ans et pris là-dedans. Notre discours peut ressembler un peu à celui, je ne sais pas si vous vous souvenez, de South Park dans les premières séries de South Park, que vous appelez en France, excusez-moi, qui se moquait un peu des campagnes anti-drogue. Et le professeur, M. Garrison, disait la drogue, c'est mal, voyez. Il ne faut pas vous droguer. Si vous vous droguez, c'est mal. Parce que la drogue, c'est mauvais, voyez. C'est mal de consommer de la drogue, alors ne vous droguez pas. Puis on ne veut pas sonner comme la porno, c'est mal. Voyez, mais vraiment, plutôt que de dire, OK, au-delà des effets que ça a, des effets nocifs,
est-ce qu'on est en train de dire à l'auditeur, ben, t'as scrappé ta vie sexuelle, t'as détruit ton cerveau, puis tant pis pour toi, ou il y a un espoir au-delà de ça? Mais moi, je suis sûr qu'il y a un espoir, en fait. Et il y a deux choses que je remarque. La première, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, juste objectivement, quand on regarde ce que c'est la pornographie, c'est quelque chose de fictif. Bon, il y a beaucoup de choses d'autres choses qu'on pourrait dire, je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'est quelque chose de fictif. Et que derrière, en fait, mais ça, c'est la représentation, je dirais, tordue, malheureusement, d'une réalité. Donc il y a une réalité qui peut être bien meilleure, en fait. Donc ça, c'est une première bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle. Sauf que selon Durex, ou en tout cas, les gens vont préférer cette réalité fictive qui est plus accessible et plus stimulante à cette autre réalité qui est plus inaccessible et Ouais. peut-être moins hyper stimulante. Oui, effectivement, mais ça c'est la mauvaise nouvelle, ça c'est une partie du problème. Mais je pense quand même que il faut le dire que c'est pas juste le porno c'est mauvais, le porno c'est mauvais. Oui, voilà, on se comprend. Il y a quand même quelque chose de plus beau et de plus réel dont on peut jouir et qu'on peut vivre. Ça, c'est une des premières choses. Puis une deuxième chose, quand on entend ces stars sur MTV ou ces sites web, ces campagnes, moi, ce qui m'intrigue là-dedans, c'est que sans... Voilà, tu as dit, on n'est pas des puritains conservateurs. C'est pas le C'est pas la discours... motivation. C'est pas le discours qu'on va avoir ici, mais on constate quand même une chose, que ce soit les enquêtes scientifiques, que ce soit les campagnes médiatiques ou les campagnes commerciales, ou les sondages, manifestement, il y a un problème. Et j'ai vu dans plusieurs retours d'enquête, quand on demande aux personnes qui consomment de la pornographie, comment est-ce que vous vous sentez ou comment est-ce que vous voyez votre rapport. Quels sont les problèmes concrètement, dans le fond? Non, même pas. Même Quels pas. sont les problèmes? Comment est-ce que vous voyez ça? Question neutre. OK. Eh bien, tu as un gros pourcentage qui utilise les mêmes mots. J'ai vu dans plusieurs enquêtes, culpabilité, embarras, honte, dégoût. Ouais, et là, on n'est pas dans South Park avec ce discours c'est mal, c'est mal, c'est mal. Parce que de toute façon, c'est pas productif. Même si on sait que quelque chose est mal, on a dit ça, on a dit quoi. Par contre, quand on dit en fait, il y a un problème et ça cause des problèmes. Et ça cause des problèmes dans le cœur de celui ou de celle qui est en train de vivre ça. Alors la vraie question, c'est ok, c'est quoi la solution? Ou c'est quoi les solutions? Et tu as mentionné le fait qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se développent pour chercher à en parler en fait de c'est quoi le porno et non, c'est peut-être pas aussi banal et démocratisé que ce qu'on pourrait croire parfois, mais que oui, en fait, il y a des choses qui viennent causer problème dans les relations, dans le rapport à soi, le rapport à l'autre, etc. Et quelque chose qui revient souvent dans des plateformes que vous pouvez venir visiter. On va faire tout un article là-dessus sur imagodei.fr. Quelque chose qui revient, c'est il faut oser en parler. Si c'est quelque chose qui te pose question aujourd'hui alors que tu écoutes ça, si c'est quelque chose que toi tu vis ou tu connais des proches qui vivent, mais la première solution, c'est d'oser en parler. Parce que justement, quand il y a un problème comme ça, c'est-à-dire quelque chose qui vient créer un cycle de culpabilité et donc de honte et donc qui pousse au silence. Alors c'est le cas pour le porno, là parce qu'on en parle, mais c'est le cas pour plein d'autres choses. Et on vit avec des choses comme ça qui nous rendent coupables, honteuses et honteux, et du coup qui nous poussent à peut-être nous renfermer et à se dire mais en fait il n'y a pas d'issue. La solution, c'est de sortir de ce cycle infernal-là et justement d'en parler et de s'entourer de personnes avec qui on peut en parler sans qu'il y ait de jugement, de trouver des gens envers qui on peut être redevable pour justement venir non pas seulement parler du problème, mais petit à petit régler le problème et soigner en fait le cœur brisé. Il faut dire aussi que c'est pas forcément parce qu'on a vu du porno de temps en temps qu'on est dépendant. Hein. Cela dit, il y a un risque. On a utilisé le mot drogue, on a parlé des effets que ça peut avoir sur notre cerveau et sur notre style de vie. Il y a un risque de se faire enfermer en fait par ce système. Et tu as très bien fait, Léa, de dire qu'il faut en parler.
c'est un fait et c'est avéré par des psychologues et des sociologues. En fait, le fait de ne pas parler de, de ces difficultés avec la pornographie, en fait, augmente la probabilité d'en devenir dépendant. Et donc, c'est un des premiers pas pour essayer d'en sortir. Moi, dans mon propre cheminement, parce que j'ai vécu mes propres luttes avec ça et j'en suis certainement pas sorti, il y a le fait d'en parler, de trouver au moins une personne de confiance à qui on peut se confier ou simplement avoir une conversation sans pesanteur, une Ouais, sans conversation jugement. voilà, sans jugement, vraiment de cœur à cœur, parce que c'est possible en fait de vivre un peu une forme de victoire. Et d'être une forme de liberté, libération. Et moi, clairement, je l'ai ancré dans mon chemin de foi. Et s'il y a des croyants qui nous écoutent, certainement, aller vers Dieu, parlez-lui. Mais justement, il y a pas quelque chose de paradoxal là-dedans, parce que vous parlez de la honte qui est liée à la consommation de la pornographie, et vous parlez de la solution qui serait d'en parler, justement. Il y a comme une tension ici. Mais plusieurs diront que c'est justement la religion qui engendre cette honte-là par rapport à la pornographie. Puis si on était, en fait, libre de la religion, libre de nos anciennes préoccupations, ben on pourrait justement être libéré de la honte, puis l'effet de la pornographie serait bénin. Non? En tout cas, c'est un discours qui est quand même souvent partagé à cet égard-là. Qu'est-ce que vous répondez à ces objections-là? Ben, je me demande si ça ferait pas partie en fait d'un gros cliché qui existe sur la religion. Et quand on parle de cliché, on parle de quelque chose qui existe. C'est-à-dire qu'un cliché fait écho à une certaine réalité, mais vient peut-être réduire l'ensemble de la réalité. Ce cliché qui serait de dire que la religion, c'est fais pas ci, fais pas ça, et de voir en fait voilà, tout ce qui est religieux comme une histoire de règles. Et dans ces cas-là, effectivement, bah, si on est dedans, si on les suit, eh ben, on est dedans. Et puis, si on s'écarte à droite ou à gauche, eh ben, après, c'est foutu. Mais en tant que chrétienne, mon expérience, elle est complètement différente. C'est-à-dire que je base ma vie de foi sur la Bible et particulièrement ce que je peux découvrir de Jésus-Christ. De Jésus-Christ en tant que Dieu fait homme. Et en fait, moi, c'est pas ça que je vois dans la personne de Jésus. C'est pas du tout fais pas ci, fais pas ça, ah bah trop tard, tu fais plus partie du club. En fait, il y a tellement d'interactions que Jésus a avec des gens qui luttent avec leurs propres démons, qui luttent avec leur propre dépendance, qui luttent avec leur dépendance affective, religieuse parfois, de s'enfermer dans un truc qui les sécurise et de plus être libre, qui luttent avec aussi des maladies, des problèmes de honte, des choses qui les renferment sur eux. Ce qu'on voit toujours, même si chaque rencontre est différente, c'est que Jésus, c'est la compassion et l'écoute qui passent en premier. Et s'il y a écoute, c'est-à-dire qu'il y a dialogue. Et en parler, c'est pas dire ok, c'est bon, je l'ai dit et maintenant je me pose plus la question, mais au contraire, c'est à partir de là qu'un changement intérieur peut avoir lieu. Que c'est à partir du moment en fait où on met la lumière qu'on peut venir faire le ménage. Mais si on ferme la porte et qu'on fait comme s'il y avait rien ou qu'on espère que les autres voient pas ce qu'il y a dedans, bah alors ça reste et ça peut pas non plus partir et se solutionner. Donc, est-ce que vous diriez que vos convictions religieuses ont augmenté la quantité de honte que vous vivez dans votre vie? Ou, ce que je comprends pas vraiment, ou en tout cas, ça semble être un peu paradoxal. Tu es en train de dire, Léa, que de ton expérience, l'attachement religieux ou l'attachement à la personne de Jésus t'a permis de pas avoir honte par rapport ça semble être le contraire de ce qu'on s'attendrait par rapport à la religion. Moi, je pense que je peux tout à fait comprendre en fait ce que Léa est en train de dire, parce que je pense, de nouveau, ce sentiment de honte et de culpabilité, il est témoigné par des gens indépendamment en fait de leurs convictions religieuses. Et souvent, c'est le signe que quand on est gêné, c'est qu'on est conscient que les choses devraient être d'une certaine manière et qu'elles ne le sont pas, et qu'on a une responsabilité à porter là-dedans. Donc, ce que tu dis, Christelle, juste pour résumer à nos auditeurs, c'est que au lieu que ce soit la religion qui crée la honte, c'est plutôt cette honte-là qu'on expérimente qui révèle quelque chose sur la condition humaine.
Quelque chose par rapport à quoi la religion tente de répondre. Oui, je pense qu'on est, on est appelé à une vie qui est bien meilleure, en fait. Et je pense que ce que Léa a essayé de dire, c'est que sa relation à Jésus lui offre en fait une vision bien meilleure et qui va au-delà de la honte. Je pense qu'on peut en fait se laisser piéger par cette honte et se laisser piéger par cette culpabilité parce qu'on ne voit pas d'issue. Or, clairement, le chemin que nous offre Jésus, c'est un chemin de libération. Euh, voilà, Mais ça il faut... semble abstrait tout ça. Là. Jésus Oui, nous je offre sais la bien. libération de la... Je vois pas Jésus arriver avec sa croix puis couper ta connexion Internet. Donc, comment est-ce que Jésus te libère de la honte? Ben, je sais bien, il faudrait une autre émission pour en discuter. Mais la chose que je voudrais dire, en fait, c'est d'une part, si tu penses que Jésus peut te secourir ou t'aider dans ce chemin comme Léa en témoigne et comme moi je peux en témoigner, vas-y, essaie d'en savoir plus. C'est la première chose si tu ne sais pas. Et puis la deuxième chose, et c'est un contexte plus général, ne te laisse pas piéger par cette culpabilité, ne te laisse pas piéger par cette honte, parce qu'il y a une voie de sortie, il y a un chemin bien meilleur qui nous est offert, une vie bien plus riche et bien plus dense, et elle est à portée de main. Il ne faut pas perdre espoir. Merci Christelle, merci Léa. Merci chers auditeurs pour cette écoute. On a des ressources pour vous par rapport à tout ce qu'on vient de discuter aujourd'hui sur notre site web imagodi.fr. On aimerait aussi entendre vos témoignages. Partagez-nous vos expériences, vos commentaires. Comment est-ce que vous recevez? Qu'est-ce qui a été discuté aujourd'hui? Est-ce que ça vous met en colère? Est-ce que vous êtes en accord? Puis à tous ceux et celles qui éprouvent justement de la honte ou de la difficulté par rapport à la pornodépendance, bon courage, on est avec vous. It is like a finger pointing away to the moon.